Bonsoir, le 40 minutes de ce soir est consacré à l'inflation, le coût de trop, point d'interrogation, 2021. Nous avons eu 2,8% de hausse des prix, 40% sur le gaz, 20% sur le coût du carburant. Voilà pour ce qui est des postes de dépenses quotidiens. Le baril du prix du pétrole vient de dépasser les 100 dollars. Les économistes de l'assureur Allianz viennent de sortir une étude et parient une inflation qui devrait croître cette année d'un point par rapport au conflit en cours en lien avec le renchérissement du prix des matières premières. Alors, on va prendre ce sujet compliqué par différents bouts avec les jeunes progressistes. Tout à l'heure, Pierre va venir évoquer la question de la jeunesse par rapport à cette hausse des prix. Jackie Bontemps, qui est vice-président du think tank Démocratie Vivante, qui va nous parler de la note qu'il a remise il y a quelques jours au président de la République. On remercie aussi Olivier Guivarch, qui est secrétaire général de la Fédération Service de la CFDT, qui va nous parler de sujets dont on ne parle pas si souvent. C'est le sort des travailleurs du secteur privé. Et puis, on va démarrer avec Bruno Coquet, qui est à ce point disruptif ce soir qu'on ne le voit même pas sur l'écran. Bruno est expert du marché du travail. C'est un des spécialistes français de l'assurance chômage. Tu as publié, Bruno, Un avenir pour l'emploi aux éditions Odile Jacob, et tu es chercheur associé à l'OFCE, et tu veux nous parler des effets un peu pervers des leviers habituels pour restaurer le pouvoir d'achat, à savoir les aides, les abaissements de charges sociales. Quels sont ces effets pervers à votre sens, Bruno Coquet? Bonsoir, merci de votre invitation. Je suis désolé de ce problème de caméra, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne sais pas le résoudre, mais j'espère que vous m'entendez bien. Alors, pour ce que alors par rapport à cet excellent titre, Inflation, le coût de trop, hein, moi je pense qui suggère qu'on est dans un problème conjoncturel. Moi je pense que on est plutôt dans un problème structurel pour ce qui concerne le pouvoir d'achat. Alors bien sûr, il y a tous les problèmes cités par Jean-Marc en introduction, hein, d'augmentation là, suite à la crise sanitaire, puis suite à la crise en cours en Ukraine, sur l'énergie notamment. Donc, du coup, il y a ces effets conjoncturels qui masquent le fond, mais fondamentalement, il faut se rappeler que quand même, une des premières mesures du candidat, enfin du quinquennat actuel, c'était l'augmentation du pouvoir d'achat, hein, liée au basculement des cotisations sociales, assurance chômage et assurance maladie, vers la CSG, ce qui a donné à peu près 1,4% de pouvoir d'achat. Donc déjà, c'était dans les têtes. Ensuite, on a eu aussi la prime d'activité, hein, au moment des gilets jaunes, l'élargissement et l'augmentation du bénéfice de la prime d'activité ont été traités du point de vue de l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors qu'auparavant, si je reviens à l'origine de la PPE et de l'intéressement des minima sociaux, comme on disait dans les années 2000, c'était des mesures d'incitation à l'emploi. Donc maintenant, elles sont communément utilisées comme des compléments de revenus, hein. Donc on a tout ce glissement et donc on voit bien qu'on a un problème structurel. Donc il faut voir d'où vient ce problème structurel. Alors d'abord, quand on parle de pouvoir d'achat, il y a deux choses. Il y a ce qu'on gagne, puis il y a ce qu'on dépense. Donc il y a les salaires d'une part, et puis il y a les prix d'autre part. Et il faut toujours voir les deux problèmes à la fois. Il n'y en a pas juste un seul qui pose problème. Alors, pour répondre plus précisément à ta question, Jean-Marc, moi, il me semble que il faut aller regarder dans les problèmes structurels cette politique qu'on a mis en œuvre depuis 20 ans, que j'ai moi-même défendu, que je défends, hein, c'est pas un problème, d'allègement de cotisations sociales sur les bas salaires pour lutter contre le chômage des non qualifiés. C'est ce qu'on fait depuis la fin des années 90 et qu'on a cessé d'amplifier, y compris jusqu'au CICE et à l'intégration du CICE dans les allègements encore plus récemment. Euh, donc, quand on allège les cotisations sociales sur les bas salaires, pour les employeurs, ça veut dire qu'on donne une subvention aux bas salaires. Et il faut observer que ça a réussi. Alors, ça a réussi du point de vue de l'emploi. On a créé, les estimations varient, mais bon, au total, un peu plus d'1 million d'emplois, on va dire. Aujourd'hui, on dépense quand même 72 milliards d'euros par an d'allègement,
hein, c'est-à-dire l'équivalent de 3 millions d'emplois au SMIC à temps plein chargé. Hein. Donc, après, on pourrait parler de l'efficience, mais néanmoins, c'est une réussite en termes de création d'emplois. Mais c'est aussi une réussite en termes de création d'emplois à bas salaire. Donc, en fait, si on fait ce raccourci, hein, cette espèce de transitivité, c'est on a subventionné les bas salaires et ça marche. On a beaucoup d'emplois à bas salaire dont les gens ne peuvent pas vivre. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut mettre ce problème structurel des allègements de charges, il faut le questionner, on ne va pas tout annuler demain matin, mais en tout cas, il faut le questionner parce qu'une subvention au bas salaire, ça marche. Et donc, du coup, après, on doit résoudre ce problème, c'est on crée des emplois dont on ne peut pas vivre, et du coup, on a un besoin de redistribution, puisqu'il faut bien aider ces gens qui sont en emploi à vivre. Hein. Donc, on n'a plus besoin de les inciter puisqu'ils sont en emploi. Mais en revanche, on a besoin de compléter leurs revenus par de la redistribution. Et donc, du coup, là, encore une fois, si on fait un raccourci un peu caricatural, l'allègement de cotisations sociales appelle un besoin de redistribution, in fine. Hein. Et donc, ce n'est pas les salaires qui augmentent, finalement, c'est la redistribution qui augmente. Ce n'est pas le travail qui paye, c'est la redistribution qui paye. Et donc, du coup, on n'est plus du tout dans l'esprit initial, hein, c'est-à-dire mettre les gens au travail, qui gagnent de quoi vivre et qui s'en sortent seuls. Non, on met les gens au travail, ils ne gagnent pas suffisamment et il faut les aider en faisant plus de redistribution. Donc, en fait, la redistribution appelle la redistribution. On est dans une espèce de mécanique infernale où il y a une administration qui fixe les cotisations, il y en a une autre qui exonère de cotisations et puis il y en a une autre qui répare les dégâts. Et en fait, c'est cumulatif, c'est-à-dire, en fait, ça ne peut pas s'arrêter si, à un moment donné, on n'y réfléchit pas et on se dit: «Est-ce que ça nous mène vers l'horizon vers lequel on voulait que ça nous mène?» sans que les effets pervers prennent le pas sur les effets bénéfiques, en particulier en matière d'emploi. Alors comment faire, Bruno, comment faire si on ne fait pas ce type de redistribution? Comment retrouver du pouvoir d'achat qui s'érode en ce moment? Même si sur 3 mandatures, le bilan a été fait récemment, c'est la mandature où le pouvoir d'achat a le plus progressé, ce qui dément quand même un peu votre raisonnement, parce que la mandature, là, le gouvernement n'a pas été avare en chèque énergie, des diminutions de fiscalité, etc. Qu'est-ce que vous proposez en plan B? À court terme, on n'a pas d'autre choix que, enfin, on a 2 leviers en gros, le SMIC et des aides sociales, hein, puisque on est sorti des cotisations qui payent de l'assurance pour rentrer dans de l'impôt qui finance de la redistribution, qui finance de la solidarité. C'est comme ça que c'est énoncé dans le discours du Congrès du président de la République en 2018. Et donc, du coup, à court terme, on a un problème énorme et on ne voit pas comment on peut se passer des chèques hein, ou des transferts, pour le dire plus poliment, et éventuellement de coups de pouce au SMIC ici ou là. Même Est-ce qu'il y si a une question de rente, de fixation des prix? Est-ce qu'il y a des problèmes Alors de oui, monopole dans notre pays qui font alors, que… Alors, il y a ça aussi, mais le point, c'est qu'il faut comprendre que le SMIC n'est pas la solution d'abord structurelle. Pourquoi? Parce que si on augmente le SMIC, on sait très bien que ça n'a pas d'impact sur les salaires au-delà de 1,2 SMIC. Or, si je prends juste la prime d'activité, si c'est des personnes seules, elles sont autour de 1,5 SMIC, enfin on paye jusqu'à 1,5 SMIC. Si c'est des couples avec un enfant, on paye jusqu'à 2,4 SMIC. Donc du coup, le SMIC ne peut pas résoudre le problème. Ce n'est pas le salaire minimum. On a un problème de distribution de la production qui est beaucoup plus large. Hein. Euh, alors moi, ce que je crois que c'est pour simplifier le problème, il y a déjà une chose à faire, c'est supprimer les cotisations patronales au sens où on ne les supprime pas vraiment, mais on met tout en cotisation salariale. Au moins, chacun verra ce qu'il paye. Cette transparence, aujourd'hui, elle éviterait qu'on ait des discussions à n'en plus finir sur qui paye quoi, que ce soit une charge pour les entreprises, une cotisation pour les salariés. Et en fait, tout ça, c'est du salaire. Au bout du compte, quand on supprime des cotisations, on supprime du salaire. Au sens juridique, comme au sens de la comptabilité nationale, les cotisations sociales sont des salaires. Euh, et puis, après, on voit qu'on a un problème, c'est que les employeurs n'ont pas intérêt à augmenter les salaires. Pourquoi? Puisque de toute façon, l'État fait le job ex post. Et donc,
il va redistribuer. Donc, pourquoi s'embêter à soi-même augmenter vraiment les salaires ou à réfléchir, parce que c'est ça qu'il faut faire, à une politique de distribution correcte du revenu qui permette aux salariés, mais plus largement aux actifs, de vivre de leur emploi, hein. Alors Alors, justement, on va donner la parole, si oui, vous voulez bien, Bruno, à Olivier Guivarch, qui lui veut agir sur la distribution des revenus, mais c'est pas facile parce que on parle souvent du point de la fonction publique, du salaire minimum, mais vous êtes mandaté par des salariés souvent du secteur privé. Votre fédération, c'est la deuxième ligne, c'est les travailleurs entre le SMIC, le salaire médian. Comment on fait, surtout avec l'implantation syndicale qui est relativement faible, les accords de branche qui ne sont pas systématiques et les implantations dans l'entreprise des syndicats extrêmement ténus, voire très variables dans notre pays. Olivier Guivarch, pardon. Et merci de cette invitation. Alors, moi, je vais parler du point de vue où je me trouve, hein, du point de vue où se trouve la fédération. Il faut bien comprendre qu'une fédération syndicale a là deux leviers ou deux terrains de jeu, je ne sais pas comment on pourrait le dire, de manière simple, hein, deux terrains d'action. C'est d'abord les conventions collectives nationales, parce que en France, il faut bien comprendre, c'est très important quand on aborde les sujets de salaire minimum, de salaire de référence, régulation économique, il faut bien comprendre qu'il y a des conventions collectives par secteur et que l'ensemble des entreprises d'un secteur sont couvertes par cette convention collective nationale. Alors, on a la couverture conventionnelle, une des plus importantes au monde, à cause de ce système-là, ou grâce à ce système, qui fait qu'on a quasiment 90%, peut-être un peu moins, mais en tout cas, c'est des chiffres de cet ordre-là. Donc, un pourcentage de salariés couverts par ces conventions collectives nationales qui sont négociées par des organisations patronales et des organisations syndicales. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que sinon, c'est vrai que c'est difficile après de s'y retrouver. Et ces conventions collectives nationales, les accords qui sont passés doivent subir une procédure d'extension. Il y a quelqu'un qui parle en même temps. Votre micro, s'il vous plaît, on va demander aux intervenants. Concentré, je suis vraiment désolé. Oui, donc je disais que les conventions collectives, donc les accords sont ouais, mais c'est pour ça, le mieux, c'est que je vous écris un mail demain. Alors, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Est-ce que vous pouvez l'éteindre? Je vous prie, veillez à ça. Si Félix peut éteindre tous les micros. Pardon, Olivier, on vous écoute. Oui, donc je disais, la procédure d'extension des accords dans les conventions collectives nationales, sans entrer dans les détails, mais les accords conclus entre les organisations patronales et syndicales sont examinés par le ministère du Travail pour éviter qu'il y ait des dispositions illicites. Et ensuite, après cet examen, ce contrôle de légalité et les avis des organisations syndicales, qu'elles soient signataires ou pas, tout est donc c'est passé donc sur les fourches codines de l'administration, et ensuite l'accord, on dit qu'il est étendu, c'est-à-dire qu'il y a un arrêté d'extension qui paraît au journal officiel, et à ce moment-là, c'est là où je voulais en venir, c'est que toutes les entreprises doivent appliquer cet accord. Bon. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on parle de SMIC, ou quand on parle de revalorisation salariale, ou quand on parle de pouvoir d'achat, il faut d'abord examiner cette voie, qui est une voie qui doit être, à notre sens, préservée, encouragée, parce que cette couverture conventionnelle est exceptionnelle. Ça fait partie du décor social, ça fait partie de notre système social, système économique et social, et on doit être vigilant pour le conserver, parce qu'il permet de réguler un secteur, de réguler secteur par secteur, et de réguler avec les acteurs économiques et sociaux. C'est-à-dire que les organisations patronales et syndicales se mettent d'accord pour le réguler, et même après les ordonnances qu'on critique, et que je critique bien volontiers, au moins les salaires minimums conventionnels
on dit maintenant salaire minimum hiérarchique, peu importe, les salaires minimums dans la convention collective relèvent des organisations patronales et syndicales, et donc c'est une obligation pour les entreprises de respecter ces salaires minimums. Ça permet, cette régulation secteur par secteur, d'avoir dans l'idéal des hiérarchies de salaires, des grilles de salaires qui correspondent à des… Donc ces salaires correspondent à des classifications, à une classification des emplois, et lorsqu'il y a du dialogue social et lorsque les organisations patronales sont d'accord pour faire attention au dumping social, pour essayer de rendre la branche attractive, eh bien, on parvient à avoir des grilles de salaire qui décollent du SMIC, et avec une classification en rapport avec la grille de salaire, les salariés peuvent espérer des revalorisations salariales au fur et à mesure qu'ils évoluent dans la classification d'emploi en emploi. Et ça, on y tient beaucoup, parce que lorsqu'on arrive à réguler, lorsqu'on arrive à se mettre d'accord sur des revalorisations salariales, ça produit des effets pas immédiats, parce qu'il y a cette fameuse procédure d'extension, mais enfin, on peut espérer des effets importants quelques mois après la signature de l'accord. Donc ça, c'est un premier, c'est d'abord et avant tout un terrain d'action syndicale qui permet de faire en sorte qu'il y ait des revalorisations salariales. Ce qui se passe, pour rentrer pleinement dans le sujet sur la question des travailleurs de seconde ligne, c'est que ce n'est pas un hasard en fait que ces travailleurs de seconde ligne soient plus reconnus, soient mal payés. On connaît maintenant assez bien le phénomène, puisque le Covid a finalement rendu visible quelque chose qui était invisible, alors pas invisible pour nous, mais invisible pour le plus grand nombre. Et maintenant, tout le monde a saisi finalement les raisons pour lesquelles ces travailleurs de seconde ligne sont peu reconnus, bénéficient de peu de revalorisation salariale, et aujourd'hui, ils sont obligés encore de manifester parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu venir. C'est parce que donc il y a plusieurs raisons qui permettent aussi de se pencher sur des mesures à prendre. Une des raisons pour lesquelles on en est là, c'est qu'on parle de secteur du privé. Donc, il faut bien comprendre que puisque ce sont des secteurs privés, ce sont les employeurs qui fixent les salaires. Ce n'est pas l'État employeur, ce n'est pas une des 3 fonctions publiques. Donc, on ne peut pas faire de Ségur, on ne peut pas faire de Grenelle, puisque ce n'est pas le ministère du Travail ou un autre ministère qui va fixer les salaires. Et ça, là aussi, il faut bien le comprendre, parce que même les salariés, parfois, ayant peu de culture syndicale, c'est un autre facteur, ayant peu de capacité d'organisation, c'est encore un autre facteur, n'étant pas toujours bien conseillés, c'est encore un autre facteur, eh bien, ils ont tendance à avoir des réactions qui sont inappropriées, comme en appeler au gouvernement ou manifester devant un ministère. Ça ne sert strictement à rien, puisque ce sont des entreprises privées, et donc les salaires se négocient au niveau de la branche et au niveau des entreprises. Et donc, il faut d'abord agir au niveau de la branche. Mais comme ces salariés sont peu organisés, comme il y a une culture syndicale très faible, comme la connaissance même de la convention collective est ténue, et comme il y a peu d'historique, eh bien, on n'est pas comme dans la métallurgie ou dans des secteurs comme ça, du secondaire, où il y a vraiment une culture ancrée, une culture ouvrière ou autre. Comme on est sur des nouveaux ouvriers, sur ces fameux millions d'employés qui ont une utilité sociale, mais la reconnaissance salariale n'est pas du tout proportionnelle à l'utilité sociale des métiers, on a des difficultés pour revaloriser les salaires dans les branches. Et on est plutôt en échec aujourd'hui, alors que le Covid est passé par là. On reste en échec dans la plupart des branches de seconde ligne: le commerce alimentaire, la propreté, la prévention sécurité,
mais aussi bien les travailleurs du transport routier qui peinent aussi, et puis tous ces salariés de service à la personne, que ce soit les salariés des entreprises des services à la personne ou les salariés qui sont directement salariés d'un particulier employeur. Olivier, quelles sont les marges de Donc, manœuvre du politique dans ce système que vous indiquez, sur lequel on se dit on n'a pas vraiment prise en réalité, d'autant que la CFDT, la hausse du SMIC au-delà du légal, ce n'est pas sa priorité, d'après ce qu'on comprend. oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. Pour être très synthétique, la place des pouvoirs publics, il ne faut pas la négliger, mais il ne faut pas non plus considérer que ça va tout changer. Là où, de notre point de vue, en tant que fédération CFDT, dans ces secteurs de seconde ligne, là où on voit un intérêt des pouvoirs publics, c'est dans leur capacité de donner des chiffres, de donner des éléments économiques aux partenaires sociaux, donc aux organisations patronales et aux organisations syndicales, de permettre qu'on puisse accéder à des synthèses et à des études récentes de l'administration, de façon à ce que les organisations patronales ne puissent pas nous dire que c'est compliqué, il faut attendre, il faut faire un rapport de branche, qu'on n'a pas les moyens, etc. Donc, en gros, les pouvoirs publics peuvent nous aider à faire un peu la vérité des prix, hein, sur le nombre d'emplois, sur tout l'appareil statistique, hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Est-ce qu'on peut aller plus loin, Olivier, par un dispositif du type conférence nationale des salaires, ce genre de choses? On est à une élection présidentielle. Est-ce que ça serait un coup de com'? Est-ce que ça pourrait être utile? Qu'est-ce que vous en pensez? De notre point de vue, ça relève plus de la communication politique et de l'agitation politique, d'action politicienne. C'est-à-dire que l'intervention, par exemple, pour être très concret, l'intervention du ministère du Travail dans la négociation de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants en septembre, personne n'en a entendu parler, c'est normal, ça s'est fait au cours d'une réunion paritaire où il n'y avait que nous et les organisations patronales, donc on n'en a pas fait état. Et je peux vous dire que ça a été très utile parce que les employeurs ont compris que bien, on pouvait avoir des chiffres, que ces chiffres étaient parlants, qu'il était temps de réagir, qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre, que les salaires ne suivaient pas, que l'attractivité de la branche, eh bien, ça pouvait encore fonctionner quand il y avait beaucoup de salariés, mais quand le rapport de force change et qu'on doit chercher de la main-d'œuvre et qu'on n'en trouve pas, là, on doit faire des efforts sur les salaires et les conditions de travail. Vous pouvez nous Donc, donner l'exemple, Olivier, de ce que vous avez appuyé chez Sodexo notamment? oui, alors ça, c'est le deuxième terrain d'action, c'est les entreprises. Parce que quand on n'arrive pas à négocier dans les branches, ou même quand on arrive à négocier dans les branches, on peut espérer négocier dans les entreprises. Alors, il faut bien comprendre que là aussi, on peut négocier dans les entreprises quand il y a une présence syndicale et qu'on peut parvenir à avoir un dialogue social de qualité et à produire de la norme, produire des accords avec l'employeur. Et donc, à Sodexo, on a un bon exemple puisqu'on a réussi à négocier 5% d'augmentation pour les premiers niveaux, les 7 premiers niveaux, je crois, hein. Donc, c'est vraiment une augmentation importante. Et ça, c'est parce qu'on a réussi à faire prendre conscience à l'entreprise que c'était nécessaire pour la reconnaissance des salariés de la restauration collective, qui sont des salariés essentiels à notre sens, puisqu'ils ont continué à travailler dans les hôpitaux, les cliniques, à servir les repas, dans les écoles également. Donc, il y a eu cette reconnaissance salariale. Et puis, Sodexo a conscience que l'entreprise doit rester attractive, elle doit conserver des compétences, parce qu'il faut bien comprendre que les salariés dans ces entreprises-là, ils ont des compétences à partir du moment où ils exercent un métier qui est reconnu, qui est reconnu dans la classification, quand ils commencent à avoir de l'ancienneté, etc. Le SMIC ne peut pas être une référence. Et donc, ça me permet de répondre aussi à la question du SMIC. Certes, il faut augmenter le SMIC en lien avec l'inflation, puisque c'est un salaire minimum, mais c'est un salaire minimum interprofessionnel. Il ne faut pas oublier le I du SMIC.
Et on ne peut pas considérer que ça va être le salaire minimum dans n'importe quel secteur, comme si tout se valait, comme si dans tous les secteurs, un salarié en bas de l'échelle de classification devait être payé à ce salaire minimum interprofessionnel, alors que même en bas de la classification, il peut très bien avoir des compétences que finalement on n'acquiert pas si facilement. Et donc, les branches et les entreprises ne peuvent pas, à notre sens, avoir un modèle économique où on a une grande partie des salariés au SMIC. C'est le cas de la propreté, où on a entre 20 et 30% des salariés qui sont payés au SMIC. C'est invraisemblable. Et il y a un problème d'attractivité dans ce secteur-là, et ils vont avoir un choc démographique dans ce secteur parce que la moyenne d'âge est élevée et qu'ils n'attirent pas les jeunes dans ces métiers-là, et les salaires ne permettent pas de vivre. Donc, pour conclure, je dirais qu'on a un problème de régulation des secteurs. Il faut une prise de conscience des organisations patronales que les conventions collectives sont nécessaires et qu'il faut rendre attractifs les secteurs, surtout quand il n'y a pas de problème économique majeur. Deuxièmement, toujours maintenir un dialogue social d'entreprise, parce qu'il faut que les entreprises, après la négociation de branche, à notre sens, avant et après une négociation de branche, les entreprises négocient de leur côté en fonction de leur capacité. Et puis, il y aura la question. Ah, on va vous demander encore d'éteindre votre micro. S'il vous plaît. Un micro est allumé. Olivier, votre... C'est François Ruhlmann qui est ouvert. François Ruhlmann, je vous éteins. Voilà. Olivier. Oui. Et puis, Jackie va rebondir. Oui, ça me permet aussi d'aborder la question des aides avec des exonérations de cotisations. Ça fait maintenant une vingtaine d'années, un peu plus, qu'on dit que c'est une trappe à bas salaire. Il faut bien comprendre que si une entreprise a compris qu'elle peut bénéficier d'exonérations de cotisations en maintenant des salaires bas, ça va devenir un modèle économique et elle va être un peu comme une drogue, si vous voulez. Elle va être un peu victime de cette aide parce qu'elle ne saura pas comment en sortir. Ça fera partie de son modèle. Donc, on doit progressivement considérer on doit progressivement arrêter les exonérations sans contrepartie. Et on doit notamment regarder ce qui se passe dans les conventions collectives. C'est pour ça que je voulais vraiment être précis sur les conventions collectives. C'est parce qu'une des manières d'agir sur la revalorisation des salaires dans les conventions collectives, tout en reconnaissant que les exonérations de cotisations peuvent avoir une influence sur l'emploi. Mais attention, sur des emplois non qualifiés, parce qu'à partir du moment où c'est qualifié, il faut qu'il y ait une reconnaissance de cette qualification. Eh bien, on pourrait très bien lier les exonérations de cotisations à la négociation des salaires dans la branche. Et les secteurs qui ne négocient pas une revalorisation des salaires avec des grilles de classification et des grilles de salaire qui décrochent complètement de la réalité, et donc du SMIC, eh bien, il y aurait une minoration, à voir comment on peut organiser ça, mais c'est faisable économiquement, de minorer les exonérations dès lors qu'il y aurait des problèmes de revalorisation dans les branches. Ça, c'est une des méthodes, parce qu'on doit agir, en fait, vous avez bien compris, on doit agir sur plusieurs leviers pour que ces salariés de seconde ligne, qui sont apparus comme essentiels, qui ont, je crois, prouvé leur utilité sociale durant le Covid, doivent avoir cette reconnaissance salariale. On ne peut pas continuer à dire qu'on a besoin de ces métiers-là, qu'on a besoin de ces salariés-là, et voir que finalement, en termes de salaire, en termes de conditions de travail, en termes de parcours professionnel, il n'y a aucune amélioration. Alors, on ne vous entend pas, Jean-Marc.
Je dis, on va poursuivre cet échange peut-être en dialogue avec Jackie Bontemps aussi, qui a sur les leviers d'action, hein, qui est un peu le cœur de notre discussion. Jackie, comment tu vois les choses bouger? Quelles sont les marges de manœuvre? Parce qu'on a l'impression qu'elles sont un peu ténues, ces marges de manœuvre là. Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous m'entendez. Difficile d'intervenir après la brillante démonstration d'Olivier. Mais je voudrais commencer par faire deux remarques. La première remarque, notre débat porte, et à juste titre, le monde des salariés de l'entreprise, ceux qu'on en peut, mais n'oublions pas Jackie, le son n'est vraiment pas très bon. Il faut couper ton image. Jackie, elle est déjà coupée, mais on a vraiment un son pas très bon du tout. C'est par exemple les retraités qui ont une érosion permanente. Jackie, si tu veux bien, la bande passante m'informe l'ordinateur est très faible, on t'entend très peu. Je ne sais pas si Pierre peut prendre le relais. Pierre Silufo Grimaldi, peut-être un éclairage sur le point de vue d'un jeune. Tu animes les jeunes progressistes. Il y a eu des mesures qui ont été prises sur cette mandature, notamment pour les étudiants, mais pas que. On pense au 1 euro bourse, etc. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour passer le cran de cette crise qui va peut-être durer et qui se traduit par l'érosion du pouvoir d'achat des étudiants en particulier qui n'ont pas les bourses toujours bien pleines? Oui, bonsoir à tous. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc d'avoir demandé aux jeunes progressistes ce soir d'intervenir sur l'enjeu jeunesse. Par rapport au titre de cet événement ce soir, l'inflation, j'aimerais vous faire voir le fait que chaque année, finalement, la vie étudiante augmente et quand elle augmente, souvent, elle augmente du double de l'inflation. Et donc, finalement, la jeunesse, sur ces enjeux-là, agit comme un mémoire grossissant des différentes autres précarités qu'il y a dans la société. Bien entendu, sur la précarité étudiante, tu l'as dit Jean-Marc, il y a eu des avancées. Le repas Crous à 1 euro pour tous les étudiants pendant la crise et désormais pour seulement les étudiants boursiers. C'est quelque chose d'important pour leur pouvoir d'achat, mais je crois que ça ne peut pas s'arrêter là, bien entendu, devant le problème de l'inflation, notamment pour les étudiants, la question du logement. Nous, aux jeunes progressistes, ce qu'on propose, c'est de mieux miser sur des campus décentralisés. Il faut arrêter d'avoir en France trop de jeunes qui sont localisés à Paris, à Bordeaux et dans ce type de villes où on sait que le logement, et notamment le logement de petite surface, est extrêmement cher et ce qui représente dans leur petit budget l'essentiel de leurs dépenses. Donc, cette question du logement étudiant, pour nous, doit être un peu plus poussée pour cette prochaine campagne. Seconde chose, une de nos grandes propositions, et d'ailleurs on salue Démocratie Vivante qui propose la même chose, c'est le revenu étudiant actif sur le modèle danois, donc pays scandinaves qui sont souvent un modèle. Ce qu'ils font là-bas, c'est que finalement, pour des petits contrats d'à peine 10 heures de travail semaine, il y a tout un accompagnement de l'État et une bourse en plus donc garantie où le jeune peut avoir entre 850 et 1000 euros de revenus, ce qui permet à la jeunesse danoise étudiante d'être plus facilement autonome, avec derrière aussi, bien entendu, dans les formations, toute une réorganisation horaire, travailler le matin ou l'après-midi. Voilà, il y a différentes choses à faire. J'aimerais simplement terminer en rappelant qu'en Espagne,
très récemment, Pedro Sanchez a mis en place une grande réforme pour la jeunesse, pour lutter contre le précariat au sein de la jeunesse, parce que qui dit crise dit aussi souvent renforcement du précariat, de tous ces contrats à durée indéterminée, ces intérims qui ne permettent pas parfois, notamment pour notre jeunesse, de mieux se projeter dans l'avenir. Et donc, il y a, je le crois, en France aussi beaucoup à s'inspirer de cette grande réforme menée en Espagne pour lutter contre le précariat. Je crois que les camarades de la CFDT connaissent mieux techniquement que moi la chose, mais voilà, faire en sorte que les entreprises soient moins tentées par des contrats de type précaire et les accumuler comme c'est le cas aujourd'hui avec plus de 8 embauches, plus de 80% des embauches pardon, qui sont en CDD ou en intérim. Avant la crise et dans la crise encore plus. Donc voilà, il y a différentes réponses à amener. Je n'ai pas le temps pour parler aussi des questions liées à l'égalité des chances et à la situation dans nos universités. Tout ça est bien entendu lié. Mais on va essayer avec les jeunes progressistes, avec Charlotte, avec Alexis et tous les autres, de répondre à ces enjeux de précarité étudiante à l'avenir. Voilà, si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'ai vu dans la liste de ceux qui nous entendaient, vous vous souvenez peut-être ce chef d'entreprise qui est intervenu dans notre convention sociale. Je sais qu'il nous écoute, mais qu'il est en réunion et il nous avait parlé des difficultés d'embauche dans son secteur, le métier de la construction. Et je ne vais pas parler à sa place, mais je sais que la question des salaires, effectivement, est un point du recrutement. Bruno Coquet, peut-être pour terminer avec le côté disruptif, on peut agir sur les revenus. On a vu différents leviers par nos différents intervenants, mais vous pensez aussi qu'on peut intervenir sur la structure des dépenses pour casser l'érosion inflationniste. Est-ce que vous pouvez nous dire ça en conclusion? Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est le pouvoir d'achat, c'est deux choses. C'est l'argent qu'on a et le prix qu'il en coûte d'acheter des biens et des services pour vivre tout simplement, hein, et un petit peu au-delà. S'il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est peut-être aussi que les prix sont trop élevés. Alors, la question des rentes de situation n'est pas traitée. Elle est souvent évoquée, mais jamais traitée. Les études économiques montrent toujours que sur la France, il n'y a pas de problème de concurrence, quel que soit le secteur. La concurrence va bien, il n'y a pas de problème de rente. Bon, mais quand on regarde le journal télé, par exemple, ou les journaux, on s'aperçoit assez facilement que remontent tout un tas de petits problèmes qui montrent qu'il y a des déséquilibres entre les offreurs et les acheteurs, hein. Alors, si je prends les paysans, les producteurs de lait, les primeurs, qui voient le prix de leur production au supermarché bien différente de celle à laquelle ils ont vendu à la centrale d'achat. On voit ces mêmes grands distributeurs qui font concurrence aux commerçants. On voit aussi les consommateurs, même lorsqu'ils achètent des services publics, ce n'est pas forcément transparent, l'eau, bien sûr, il y a l'électricité, etc. On voit pas, on a de gros problèmes de lecture des prix. Je pense aussi aux biens tels que l'électroménager, etc. Il y a des problèmes de markup, comme on dit en France, hein, c'est-à-dire où on trouve un certain nombre de biens à l'étranger moins chers, j'entends les mêmes biens, hein. J'ai déjà regardé, il y a quelques années de ça, le prix des ordinateurs Dell, donc un bien parfaitement homogène dans tous les pays d'Europe. Il y avait des écarts à l'époque de 50%, hein. Ils étaient tous sortis de la même usine. Donc, du coup, on voit bien que sur les prix, il y a certainement un sujet. Que ce sujet, il ne relève pas d'une politique générale, si ce n'est d'aller voir secteur par secteur ce qui se passe, si les acteurs sont vraiment en situation de concurrence, au sens où est-ce qu'il y en a un qui domine, un ou plusieurs, parce que ça peut être des oligopoles, qui domine les autres et qui ferait que, du coup, le travail n'est pas payé à sa valeur, d'une part, et d'autre part, que les prix sont trop élevés pour les actifs, enfin les gens, les consommateurs qui cherchent à acheter. Sachant que la solution, là, elle n'est pas de bloquer les prix.
Évidemment, elle est de faire que le marché fonctionne correctement. Et donc, du coup, il faut sortir du discours en disant, en essayant de passer au-delà du discours très, très bien fait, très bien marketé, qui est que les gros acteurs permettent, in fine, de faire baisser les prix. Globalement, notre situation montre que ça ne doit pas être le cas. Et encore une fois, il y a de multiples exemples qui montrent que beaucoup d'acteurs ont des choses à dire sur ce sujet. Et donc, je pense qu'il faut l'attaquer au titre du sujet pouvoir d'achat. Si on ne regarde que les revenus sans regarder les dépenses, et je n'ai pas parlé des dépenses contraintes et tout ça, on n'y arrivera pas. Olivier, peut-être le mot de la conclusion par la CFDT, si vous aviez un message à adresser au président de la République par notre intermédiaire, qui sait, peut-être qu'on peut servir à ça, Territoire de Progrès, quel serait-il ce message sur le pouvoir d'achat des travailleurs? Si je veux rester cohérent et sans ouvrir d'autres sujets, parce que c'est vrai que c'est très difficile de rester synthétique sur le sujet, mais si je veux rester très cohérent, je dirais que c'est de laisser un rôle aux corps intermédiaires et donc aux organisations patronales et syndicales qui sont légitimes, qui sont reconnues représentatives, qui ont prouvé leur représentativité, de les laisser négocier des conventions collectives, donc de préserver ce système de conventions collectives nationales. On a eu des premiers coups de canif avec la question justement des salaires minimums hiérarchiques. Donc faire très attention à laisser les partenaires sociaux déterminer ce qu'est un salaire minimum, comment il est composé et à quel niveau il est, pour qu'il y ait vraiment de la régulation économique et sociale secteur par secteur. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est de permettre réellement du dialogue social en entreprise avec des moyens accordés aux représentants du personnel. On a bien compris qu'il y avait une vraie tendance à la délocalisation ou la relocalisation de la négociation dans l'entreprise. Je crois comprendre que le président de la République y est très attaché, que les entreprises puissent être libres aussi de mener leur barque, mais il faut trouver un équilibre dans ce conflit des logiques entre des salariés, des employeurs, des actionnaires, des investisseurs, etc. Dans ce conflit des logiques, il faut quand même donner des moyens aux représentants du personnel pour qu'ils puissent faire valoir les droits des salariés, qu'ils fassent valoir leurs revendications et qu'on puisse récompenser quand même le travail produit, que le partage de la richesse soit aussi au bénéfice de ceux qui produisent à tout point de vue. Et donc là, il y a des équilibres à trouver en dehors même des politiques publiques et ça peut se faire dans l'entreprise. Donc vraiment, c'est un appel à respecter les corps intermédiaires et à leur donner peut-être plus de moyens pour des moyens, je veux dire vraiment des moyens pour accéder à de la donnée, à des informations, pour avoir aussi des discours responsables, des analyses, bien comprendre le monde dans lequel on vit et ça permettra d'avoir des revendications qui soient réalistes, qui aillent dans le bon sens. Merci Olivier d'avoir participé de ce dialogue avec la CFDT, Territoire de Progrès, on n'est pas si loin que ça. Merci à Jackie aussi, même si on ne t'a pas entendu Jackie, mais je pense que cette tonalité très deuxième gauche, très social réformiste, tu as adhéré pleinement. Merci à Bruno aussi de nous avoir apporté ce décalage qui est propre à nos 40 minutes de progrès. Et merci à Pierre également. On se donne rendez-vous le mois prochain avec un autre 40 minutes, une autre thématique, l'éducation peut-être. Qui sait? Bonne soirée. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.